Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour écouter le courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Et de Lisa Dufaux. Et cette semaine, nous allons d'abord commencer par vous rappeler les actualités de la radio. Et on peut peut-être commencer par rappeler les concours. Je pense qu'ils sont bien acquis désormais. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on en parle. Il reste encore quelques semaines pour finir le concours mensuel et plus de semaines encore pour le concours trimestriel. Mais c'est bien de les rappeler. Il y a aussi d'autres petits concours, notamment pour gagner des autocollants, et on va donc vous parler de tout ça tout de suite. Et nous allons commencer par le concours mensuel du mois de novembre, dans lequel la question est: quel pays réclame de Taïwan qu'il déménage son bureau de représentation? C'est quelque chose encore en cours actuellement. Oui, on a déjà reçu des réponses, des bonnes réponses. Oui, c'est assez, ça a assez marqué l'actualité, je crois, récemment. Et donc, en l'occurrence, si vous avez la bonne réponse, nous ferons un tirage au sort pour 6 gagnants qui pourront gagner un bloc-notes coloré. Voilà. D'accord. Pour ce concours. Et le concours trimestriel ? Le concours trimestriel concerne un musée taïwanais qui célèbre son centenaire et qui a été marqué par une exposition en coopération avec la France. Et quel est ce musée et quel est le nom de l'exposition? Il faut bien donner les deux si vous voulez pouvoir être tiré au sort. En l'occurrence, ce sont 3 gagnants qui pourront recevoir un cadeau, et ce cadeau, c'est une bouteille d'alcool en aimant. En aimant pour les réfrigérateurs ou autres surfaces métalliques que vous pourrez utiliser. Donc une petite bouteille d'alcool, c'est assez fréquent que les gens aiment bien mettre des collections de petites bouteilles d'alcool sur leur frigo ou autre. Voilà. Donc, je crois que ce magnète, il existe en version bière de Taïwan et Gaoliang, l'alcool de sorgho. Il y a Gaoliang, bière de Taïwan. Il y en a d'autres ? Il y a même maintenant les nouvelles marques de bière font aussi un peu ça, notamment celle qui est en train de monter un petit peu, qui s'appelle la Taihu. Vous avez déjà entendu parler de cette marque. Ils ont même des petits bars, notamment à Gyoza, je pense, dans un des nouveaux locaux sur l'emplacement de l'ancienne prison de Taipei. Ils ont dedans un bar à gyoza avec donc leur propre bière, et ils ont sorti aussi une nouvelle série de bières un peu très alcoolisées, un peu sur l'image pour ceux qui ça parle de la Strong Zero japonaise, qui est une bière à plus de 9% d'alcool. Tu parles à quelqu'un qui ne boit pas du tout de bière, donc je ne comprends absolument rien à ce que tu dis, mais en tout cas, je suis sûre que ça plaira à nos auditeurs. Voilà, donc, en tout cas, c'est mignon. Et donc, ils ont sorti une série de bières aromatiques récemment, à 9,9%, ce qui est assez élevé pour une bière. Et les bières, en général, c'est entre 3 et 5% pour les bières très communes. Et après, il y a les bières un peu plus de ce qu'on appelle de brasserie, qui sont plus souvent entre 4 et 9. Donc au-dessus de 9, voilà, c'est déjà très très alcoolisé pour une bière. Voilà pour ma petite la minute bière de l'alcool. Voilà, à consommer avec modération, bien entendu. Et j'en profite pour saluer des auditeurs qui nous ont écrit, notamment Ratan Kumar Paul, qui nous écrit du Bengale occidental en Inde. Et on a un autre auditeur qui vient de la même région, c'est Monsieur Nadjimuddin, qu'on salue également. On a aussi reçu des courriers de Daniel Villon, de Gilbert Dupont, qui nous écrit de Touraine, mais aussi de Thomas Beg, de Bolène en France. Également un courrier de Jacques Augustin, qui nous a posé une question et à laquelle on va répondre tout à l'heure. On a aussi Nagmouchi Noiri qui nous écrit d'Algérie, ou encore Tiro Albanese, qui nous écrit de Palerme en Italie, avec un rapport d'écoute vraiment très détaillé, un des plus détaillés que j'ai jamais reçu. Donc merci beaucoup à lui d'avoir pris tout ce temps pour nous écrire. Et voilà. Merci à eux. Voilà. Pour revenir aussi aux actualités de la radio, nous avons une petite activité pour pouvoir recevoir des autocollants. Il faut dans cette activité envoyer un rapport d'écoute, nous donner donc vos informations sur les écoutes que vous avez, un peu de contenu de la radio, plus si vous l'écoutez en ondes courtes, les informations de réception.
mais aussi de donner la spécification de l'autocollant. Nous avions partagé plusieurs fois lors du courrier des éditeurs une photo montrant 3 autocollants différents de la radio en rapport en fait avec la nouvelle identité graphique de notre station. Et donc vous pourrez vous pouvez regarder sur les anciennes publications sur le site internet les photos en question. Précisez bien le type d'autocollant que vous voulez choisir. Il y a des formes différentes, hein. C'est pas obligé de donner un nom précis, mais en tout cas préciser quel type d'autocollant vous voulez avoir avec votre rapport d'écoute qui doit être daté du mois de novembre. Voilà. Ok. Enfin, il y a encore pas mal une autre activité dont on peut parler un petit peu, et dont nous avons un peu annoncé les couleurs la semaine dernière, c'est les calendriers qui sont déjà envoyés pour la plupart à nos auditeurs les plus fidèles. Et ces calendriers sont un peu particuliers puisqu'ils ont... ce sont des calendriers sonores en fait avec votre téléphone. Si vous scannez le code QR de votre mois, vous aurez un petit accompagnement sonore avec l'image représentée. Et donc voilà, il va y avoir un tuto. Un tuto, c'est un langage un peu novlangue, mais il va y avoir une explication vidéo qui va arriver très prochainement sur la page Facebook et sur la page YouTube de la radio pour vous expliquer comment cela fonctionne exactement. Et donc restez attentifs. Cliquez souvent sur la page Facebook et sur la page YouTube pour avoir l'information qui va sortir, je pense, dans les jours à venir même. Vraiment, si ce n'est pas déjà sorti à l'heure où je vous parle. Très bien. Voilà donc pour les activités de la radio. Nous allons passer peut-être aux questions des auditeurs. Oui, avec une première question qui nous a été posée sur Facebook, c'est ça ? Alors oui, la première question vient de Facebook en rapport à une publication sur le col de Wuling. Okay. Tu connais le col de Wuling ? Oui, bien c'est sûr. le point routier le plus haut de Taïwan. Mm-hmm. Et donc je vous invite à aller regarder un petit peu les photos publiées. Hein. Nos publications sur Facebook sont censées pouvoir être imagées plus que nos articles sur le site internet de la radio. Et donc il y a pas mal de petites explications en ajout qui expliquent que c'est un peu un lieu très très réputé pour le cyclisme, c'est un point aussi pour tous les gens qui aiment la neige pour aller voir quand il y a de la neige. C'est aussi un paysage assez particulier avec la vue dégagée notamment vers le sud, et c'est là où nous arrive la question. Il y a plusieurs randonnées qui partent de Wuling aussi. Exactement. Et donc c'est la visibilité vers le sud qui est aussi assez réputée, puisque à certains moments on peut observer la Croix du Sud. Et donc on nous demandait la Croix du Sud est-elle aussi visible depuis l'hémisphère nord, puisque Taïwan est dans l'hémisphère nord bien sûr. Et donc oui, en effet. Tu peux peut-être préciser ce que c'est, parce que s'il y a des gens qui sont comme moi assez ignares en matière de voilà, c'est ce qu'on va préciser. Pour répondre déjà, moi je ne savais pas ce que c'était en tout cas. Laisser de suspense, oui. Quand tu m'as dit ça, je me suis dit c'est quoi ça, un truc de Templier la Croix du Sud. La Croix du Sud est une constellation la plus petite constellation observable depuis la Terre, et c'est 4 étoiles. Okay. Donc pour ça fait une petite croix. Une petite croix. D'accord. Donc une croix avec un axe vertical plus grand que l'axe horizontal. Okay. La distance entre les 2 étoiles du nord et du sud sont plus espacées, et celles de l'ouest et de l'est sont plus rapprochées. D'accord. Donc la Croix du Sud est donc normalement le point de repère des navigateurs dans l'hémisphère sud. Navigateurs aussi tous les gens qui veulent se repérer, qui n'ont pas d'autres outils, donc la Croix du Sud. Voilà. Et elle permet surtout, en fait, elle est particulière donc par le fait qu'elle soit petite, mais elle a aussi une autre particularité, c'est que depuis Taïwan on peut la voir, mais que quasiment au niveau de l'horizon. Et on va y revenir un petit peu plus en détail dans quelques instants. D'abord, je vais peut-être vous donner une description plus détaillée de la Croix du Sud. Et d'abord, elle contient notamment un amas d'étoiles appelé la boîte à bijoux. Ok.
Donc le fait c'est qu'elles sont très peu perceptibles, il faut un grand télescope pour pouvoir les observer, mais en fait derrière cette constellation il y a énormément de tout petits points, enfin c'est des points lumineux qu'on peut observer mais pas à l'œil nu. Elle est entourée aussi sur 3 côtés par la constellation du Centaure et au sud par la Mouche. C'est une autre constellation de la Mouche. Voilà. La Croix du Sud est utile pour trouver le pôle sud céleste, en l'absence d'une étoile similaire à l'étoile polaire de l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, 2 des étoiles de la Croix du Sud sont utilisées pour déterminer le point d'orientation vers le sud. Okay. Alors là, ça devient un peu technique, mais l'étoile la plus élevée dans la constellation, qui est Gacrux, et l'étoile la plus basse, qui est Acrux, vous donne en fait la distance à parcourir pour vous orienter vers le sud. En fait, il y a un gap de 4,5 et en fait, en fonction de la distance que vous arrivez à mesurer, vous pouvez savoir à quelle distance vous êtes par rapport à quel point de coordonnées géographiques vous êtes par rapport au sud, en fait, au sud extrême, au sud polaire. C'est à peu près ça. Je vulgarise beaucoup. Je suis pas un spécialiste de constellation. J'espère que j'aurai pas à me servir de tes explications une fois que voilà, c'est ça. Quand je serai sur un radeau, parce que je pense que j'ai pas tout compris, mais alors le truc c'est que en plus là où ça devient compliqué on n'a pas l'étoile polaire comme dans le nord, et donc là où ça devient compliqué c'est que l'étoile la plus brillante est celle qui est plus au sud et donc qui est le plus à même à ne pas être vue à cause de plein de raisons, hein. La ligne d'horizon un peu voilée, la pollution lumineuse, il y a plein de raisons qui fait que même si c'est la plus brillante, c'est celle qu'on voit pas souvent le mieux. D'accord. Donc c'est aussi une des particularités de cette Croix du Sud. On attribue généralement la paternité de la Croix du Sud comme constellation indépendante à Augustin Royer en 1679. Elle était cependant reconnue sous cette forme bien auparavant. Oui, j'imagine que les peuples qui vivaient dans l'hémisphère sud, ils s'en servaient depuis longtemps. C'était déjà utilisé comme un point de repère, mais c'est Augustin Royer qui l'a défini comme une constellation unique. D'accord. Fait. Voilà. Des fois, on les attribue à d'autres constellations, etc. La Croix du Sud s'oppose notamment aussi à la Croix du Nord, qui est la constellation du Cygne, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astronomie, pardon. Et elle est désormais, je vais y arriver, elle est désormais l'une des constellations les plus connues de l'hémisphère sud, et ses 5 étoiles les plus brillantes apparaissent sur plusieurs drapeaux, notamment dans les drapeaux de l'Océanie. On retrouve ces 5 étoiles justement pour ça. Par allusion à la forme de la constellation, le nom de la Croix du Sud était donné jusqu'au début du XXe siècle à un signal de 4 fanaux hissés dans la mâture des voiliers en partance des ports du Chili et du Pérou, ainsi qu'à la cérémonie qui suivait, qui était que chaque autre navire présent en rade envoyait alors un canot pour remorquer le bateau partant vers une zone où il pouvait prendre le vent. D'accord, apparemment l'Australie a la Croix du Sud sur son étoile. Voilà. Je savais pas du tout. Je crois que la Nouvelle-Zélande aussi, si je ne me trompe pas. Alors même le Brésil, apparemment. Waouh. Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée aussi. Ouais. D'accord. Ça, je savais pas du tout. Voilà. Petite information intéressante. Et une autre information, Acrux est l'étoile la plus brillante de la constellation, donc si vous voulez savoir, avec une magnitude apparente de 0,77. C'est l'indice de luminosité d'une étoile. Il s'agit de la 13e étoile en termes de luminosité, et c'est l'étoile de première magnitude la plus au sud de la voûte céleste. Bien qu'apparaissant à l'œil nu comme une seule étoile, la Crux est en réalité un système stellaire complexe comprenant probablement 6 étoiles. Ok, et on peut la voir depuis Taïwan ? Et donc on peut la voir depuis Taïwan, ce que j'ai expliqué au début. Depuis Wuling ? Depuis Wuling notamment, mais pas que. Ok. Mais la voir représente quand même un défi. Il faut quand même des conditions, comme je disais au début, assez particulières, car elle est trop basse sur l'horizon et l'ensemble de la constellation n'apparaît qu'à peine au-dessus de l'horizon de l'île. L'étoile la plus méridionale, la Crux, est particulièrement difficile à voir. Comme on l'expliquait, elle est déjà difficile à voir dans l'hémisphère sud. À Taïwan, elle est vraiment très difficile. La période d'observation s'étend de Noël à juin.
Ok. et où elle peut être vue à certaines heures de la nuit. Et c'est même pas toute la nuit, c'est certaines heures de la nuit, à mon avis, en fonction de l'angle de vue par rapport à l'horizon. Il est conseillé de choisir un emplacement dégagé plein sud, sans montagne ou bâtiment obstruant la vue. De plus, de bonnes conditions météorologiques et une atmosphère claire sont essentielles. Il faut privilégier une nuit dégagée, sans nuages et une bonne qualité de l'air pour observer, c'est-à-dire qu'il faut moins de 50 en termes de ce qu'on appelle l'AQI, l'indice de qualité de l'air. Il faut que ce soit inférieur à 50 pour que ce soit optimal pour pouvoir voir la constellation. Et en milieu urbain, il peut être difficile de la repérer à l'œil nu en raison de la pollution lumineuse souvent plus intense à basse altitude, même si l'étoile a cru que ça a une magnitude apparente de 0,77 comme on l'a dit tout à l'heure. Dans ce cas, il est plus facile de confirmer la position de la croix du Sud et de vérifier l'absence de nuages bas avec un appareil photo ou un smartphone en posant une exposition de quelques secondes, car ces dispositifs capturent des étoiles plus faibles que celles vues à l'œil nu. Je sais pas si vous connaissez un petit peu comment jouer avec ça, mais même sur les téléphones modernes maintenant, c'est faisable en fait de faire des temps d'exposition longs, des fois à travers des logiciels secondaires, mais voilà, vous pouvez faire ça pour essayer de repérer plus facilement la cartographie du ciel. Voilà. D'accord. Les meilleurs lieux d'observation de la Croix du Sud à Taïwan sont les suivants: la côte de Chigu, Kunting, le village de Carlton à Nantou, c'était un camping. D'accord. Le parc d'observation de Qingting, les montagnes Linje et Qixing. Donc on peut voir vraiment de pas très loin de Taipei, juste au-dessus. Qixing, c'est Dadadunshan. Yangmingshan, non? Ouais, Yangmingshan, oui. Et en général, tout point orienté vers le sud sur Yangmingshan notamment. Le pic nord de Yushan, c'est-à-dire deux pics nord de... C'est un peu plus dur d'aller là-bas quand même. Voilà, c'est beaucoup plus loin. Toutes les montagnes, en gros, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que toutes les montagnes offrant une vue dégagée vers le sud sont favorables à cette vue, même si elles restent compliquées en général. Ainsi que les différentes côtes orientées vers le sud aussi. Si vous avez une plage bien orientée sud, d'où Kunting. Donc Kunting notamment. Cependant, depuis le bassin de Taipei, en raison de sa latitude plus au nord, seules 3 étoiles de la Croix du Sud sont visibles, et donc Acrux n'est pas visible, celle qui est le plus au sud et la plus lumineuse. Ok. Et voilà, donc merci beaucoup à Mélinda Liénard pour sa question, et j'espère que vous aurez appris quelques informations. Moi, en tout cas, j'ai appris, oui. Par rapport à la cartographie cartographie du ciel visible depuis Taïwan. Oui, alors on a aussi une question de Jacques Augustin qui demande si les oiseaux sont bien protégés à Taïwan et combien il y a d'espèces recensées. Alors, pour répondre, je me suis basée sur un rapport de l'Institut de recherche sur les espèces endémiques de Taïwan, qui a été publié en décembre 2020 grâce à la coopération du gouvernement taïwanais, de plusieurs universitaires et d'associations, et qui comprend des données qui ont été collectées par différents projets scientifiques citoyens, mais aussi par des études scientifiques. Alors, le processus de création de ce rapport a débuté en 2013, dans un effort de suivre la Convention des Nations Unies sur la biodiversité, qui demande à ses membres de publier des rapports nationaux sur la diversité aviaire dans leur pays. Et l'Institut était censé publier un rapport bilingue tous les 2 ans, mais apparemment, il semble que seul celui de 2020 est sur le site, et j'ai pas l'impression que ça a été mis à jour depuis. Donc les chiffres que je vais donner sont ceux d'il y a 4 ans. Et voilà, le rapport renseigne sur le statut des populations d'oiseaux à Taïwan, sur les tendances, le travail de conservation, et il a recensé au total 674 espèces d'oiseaux sauvages aperçues à Taïwan depuis 2018, dont 52 menacés d'extinction. On trouve parmi eux le garrulax de Taïwan, le bulbul de Taïwan et le faisan de Kolchid, qui faisaient partie des espèces en besoin urgent de protection. Ce rapport met aussi en lumière la détérioration de l'environnement naturel des oiseaux. Il identifie 29 espèces d'oiseaux non migrateurs et 15 espèces d'oiseaux aquatiques migrateurs qui sont affectées par un déclin de population. Voilà un petit peu la situation actuelle à Taïwan. Et toujours en lien avec la protection des oiseaux, je voulais aussi mentionner une information qui est parue récemment sur le quotidien taïwanais Taiwan News. Je sais que tu aimes beaucoup ce quotidien, Valentin. Qui a évoqué une série d'empoisonnements d'oiseaux survenus dans le comté de Taidong, dans le sud-est de Taïwan.
si bien que le gouvernement du comté a dû émettre un rappel à l'ordre dirigé indirectement aux agriculteurs qui n'ont pas été accusés officiellement mais qui sont quand même soupçonnés d'être responsables de ces empoisonnements. Le gouvernement local a rappelé que les agriculteurs doivent se limiter aux moyens légaux pour repousser les oiseaux, par exemple l'utilisation d'objets réfléchissants, des CD, des choses comme ça. Le bruit, par exemple, ça peut être des pétards ou des enregistrements sonores, ou encore les épouvantails. Les agriculteurs peuvent aussi contacter les autorités et apporter la preuve que leurs cultures sont endommagées par les oiseaux sauvages et obtenir ensuite une aide du gouvernement local pour faire installer des filets et protéger leur culture. L'article mentionne la loi sur la conservation de la vie sauvage avec l'article 41 qui mentionne que l'empoisonnement d'oiseaux sauvages peut être puni d'une peine de prison d'au moins 6 mois et d'amende également. Et ces amendes peuvent aller jusqu'à 200 000 NT pour les espèces protégées et elles vont entre 60 000 et 300 000 NT pour les espèces non protégées, qui sont tout de même protégées par l'article 49 de cette même loi, la fameuse loi sur la conservation de la vie sauvage. Alors le bureau de l'agriculture de Taidong a en effet reçu plusieurs rapports faisant état de cas d'empoisonnement d'oiseaux dans la commune de Cheshang, une commune rurale du comté de Taidong qui est connue pour le riz, notamment, et aussi dans la ville de Taidong elle-même. Et beaucoup d'oiseaux ont été envoyés dans des laboratoires pour montrer qu'ils avaient été empoisonnés. Donc c'est vrai que les oiseaux sont bien protégés à Taïwan, mais c'est vrai qu'au niveau local, parfois, il peut y avoir des conflits entre le monde agricole, notamment, et les oiseaux, parce que voilà, ils partagent le même habitat et les mêmes ressources aussi. Ouais, je me rappelle d'une histoire aussi par rapport à... pas du tout à Taidong, mais par rapport à des oiseaux qui passaient, migrateurs, qui passaient dans une ville. Ils se posaient tous au même endroit. Donc tu avais d'un coup 5 à 10 000 oiseaux sur un même quartier, quoi. D'accord. En plus, c'était dans un quartier résidentiel. En fait, c'était une barre de buissons qui était utilisée. Et en fait, au fur et à mesure, ça a été de plus en plus petit. Donc en fait, ça devenait de plus en plus concentré et les oiseaux étaient vraiment tous là. Et en fait, tout le quartier était rempli de caca d'oiseaux. Ah, mais c'était pas dans le sud, vers Tainan? Ouais, ou Tiaï, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, et c'était assez cocasse. Oui, et du coup, ils essayaient de mettre en place différentes méthodes pour faire fuir les oiseaux parce qu'effectivement, ils adoraient cet endroit pour se reposer. C'était vraiment leur point de repos, quoi, pour aller vers... je sais plus si c'était vers le nord ou le sud. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop revu d'informations à ce sujet. Non. Peut-être que ça s'est résolu. Hein. C'est aussi le choix des médias locaux d'en parler ou pas. Moi, je vais pas aller voir chaque année s'ils sont là. S'il n'y a pas d'association qui en parle ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça passe un peu à côté. Peut-être qu'il y a eu un compromis qui a été trouvé avec les riverains. Je pense que les oiseaux viennent toujours là, mais je pense qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Et puis, il était question que le truc soit complètement... le reste de buissons qui était là... soit complètement rasé pour faire des constructions. Donc c'est peut-être qu'ils ont choisi un autre spot plus tard. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup à Jacques Augustin pour sa question. Et nous allons peut-être terminer sur une dernière question de Siddhartha Bhattacharjee, qui est une question dont nous avons déjà parlé plusieurs fois à la radio, notamment au courrier des auditeurs, mais aussi on a fait quelques articles sur la question, sur la pauvreté. Il voulait savoir quel était le seuil de pauvreté à Taïwan. Et c'est une très bonne question dans le sens où il y a une très forte polémique sur cette question. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler ou pas que ça. Il y a eu, notamment en avril, une question posée et un travail fait sur le sujet, puisque en fait, Taïwan a un des taux de pauvreté les plus bas au monde. Ok. Officiellement, Taïwan, seulement 1,5% de la population est pauvre. Donc on peut se douter qu'il y a un petit anguille sous roche, puisque la Suède, même la Finlande, qui est quand même un des pays exemplaires en termes de pauvreté, est à 8,8%. La plupart des autres pays, même des pays assez exemplaires en termes de pauvreté, sont au-dessus de 10, 14, 15 par là, pour beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question comment ça se fait que Taïwan soit aussi bas. Sachant que le seul... Après, c'est le seuil défini par quelle organisation? Par le gouvernement. Ah, d'accord, oui. Mais bon,
Pour être un peu plus précis, il faut regarder peut-être celui fixé par les Nations Unies. C'est peut-être plus utile. Alors, oui et non, mais les Nations Unies, en fait, le truc, c'est qu'il faut avoir les datas qui sont en relation avec ça. Tu peux pas juste à travers les datas du gouvernement définir un seuil de pauvreté standard. C'est vraiment les gouvernements qui peuvent donner cette information-là. Et donc, c'est pour ça que Taïwan est bien placé parce que eux, leur base de calcul est définie par l'article 4 alinéa 2 de la loi sur l'aide sociale qui dispose que le revenu minimum vital est fixé à 60% du revenu disponible médian annuel. D'accord. C'est calculé par les autorités statistiques centrales, par le bureau spécialisé dans les statistiques à Taïwan. Ça devient un peu plus technique et il y a beaucoup de chiffres, donc on va tout de suite passer aux statistiques comparées avec l'Allemagne. En 2022, à Taïwan, pour qu'un ménage soit éligible aux aides sociales, le revenu mensuel moyen par personne doit être inférieur à 530 €, c'est-à-dire 16 850 $ taïwanais, alors qu'en Allemagne, ce seuil était de 1250 €, soit 43 000 $ taïwanais. Certes, l'Allemagne a un revenu par habitant plus élevé, mais en termes relatifs, avec un PIB par habitant 1,48 fois supérieur à celui de Taïwan en 2022, soit 48 562 $ taïwanais pour 32 679 $ taïwanais. Si on se base sur ce ratio, le seuil taïwanais devrait être de 915 €. C'est-à-dire que tous les revenus sous 915 € devraient être accessibles aux aides sociales. C'est un standard assez international. L'Allemagne a un genre de modèle pour cette statistique-là. Donc ça fait un peu plus de 29 000 $ taïwanais. Et donc... Pourtant, il est bien plus bas à Taïwan, ce qui restreint drastiquement l'éligibilité aux aides sociales et les statistiques concernant la pauvreté à Taïwan. Donc en fait, c'est à partir de ce critère d'éligibilité aux aides sociales que le seuil de pauvreté est calculé à Taïwan. Mais il est seulement à peine un petit peu plus haut que la moitié de ce que de la statistique qui devrait être appliquée si on se réfère notamment au modèle allemand. De plus, les critères ne se limitent pas qu'aux revenus, ils incluent également des plafonds pour les actifs immobiliers, des restrictions qui rendent les aides quasi inaccessibles, expliquant pourquoi Taïwan affiche un taux de pauvreté les plus bas au monde. Un des taux de pauvreté les plus bas au monde. Et cela se traduit facilement, en fait, je vais citer un petit exemple ici, dans le quotidien en fait, notamment par exemple en juin 2022 dans le district de Zhangkhua, 3 frères d'une famille qui s'appelle la famille Ye subsistaient uniquement grâce à une allocation mensuelle de 108 €, soit 3 700 $ taïwanais, perçue par l'un des frères en raison de son handicap léger. Il vivait dans une extrême pauvreté, souffrant régulièrement de la faim et finissant par être hospitalisé après s'être évanoui. Pourquoi cette famille, malgré sa précarité, n'a-t-elle pas bénéficié des aides pour les foyers à faible revenu? Parce qu'il possédait une maison ancestrale traditionnelle de type Sanheyuan, ce qui les excluait des critères d'inéligibilité. Ah bon? D'éligibilité, voilà. Bah, je savais pas ça. Ouais, c'est fou quand même. Hein. Peut-être parce que le fait d'être propriétaire alors? Le fait d'être propriétaire d'un bien, mais c'est un bien assez vétuste. Oui. Il y a ça ne veut pas dire qu'ils vivent dans le confort, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de le vendre, puisque c'est un bien patrimonial et qu'il y a plein de conditions pour pouvoir le vendre. D'ailleurs, souvent les propriétaires de ces maisons n'ont pas les moyens de les entretenir. Ça coûte pas mal d'argent. Et c'est donc difficile à revendre. En tout cas, merci beaucoup à Siddhartha Bhattacharjee pour sa question. Et nous touchons déjà à la fin de ce courrier des auditeurs. Et donc, nous vous disons à bientôt pour une autre émission sur Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet. Elisa Dufaux. Au revoir. ，Bonjour。